El Tercer Reich a construit une image publique de discipline, de pureté et de contrôle biologique, tout en élaborant des lois qui médicalisaient l'hygiène raciale et punissaient toute consommation considérée comme dégénérée. Cependant, pendant la même période où la morphine et la cocaïne étaient interdites, l'industrie pharmaceutique du Reich développait la méthamphétamine pervitine, présentée comme un médicament de performance et distribuée légalement dans tout le pays. Les premiers essais militaires ont révélé que la substance annulait le sommeil, augmentait l'agressivité et permettait de tenir des marches jusqu'à 3 jours. Des millions de comprimés circulaient pendant la Blitzkrieg. Parallèlement, au sommet du régime, la vie quotidienne de Hitler était régie par des injections, des opioïdes et des stimulants qui marquèrent sa dégradation finale dans le bunker. Ce documentaire explore comment un État prônant la pureté en est venu à dépendre d'une architecture chimique pour fonctionner. L'Allemagne pure qui dépendait des stimulants. Le national-socialisme a projeté dès ses origines une image publique de santé, de discipline et de pureté, et a fait de cette esthétique l'un des piliers de sa propagande. Le régime a montré dès 1933 une obsession pour éliminer tout élément considéré comme poison pour le corps social, une métaphore récurrente dans son langage politique. Cette rhétorique s'est appuyée sur une politique antidrogue étendue, qui a interdit et sévèrement puni la consommation de substances qui étaient courantes dans la République de Weimar, en particulier les opiacés traditionnels tels que la morphine et l'héroïne, ainsi que la cocaïne, associées à la dégénérescence urbaine et à la supposée décadence morale de l'époque précédente. L'interdiction s'est inscrite dans un cadre plus large, l'idée d'hygiène raciale. Sous ce concept, les nazis ont déclaré que les drogues étaient des poisons séduisants qui détournèrent le peuple de l'unique extase légitime, le national-socialisme, car le régime considérait ses propres mobilisations et rituels comme des formes d'exaltation collective devant remplacer toute altération chimique de la conscience. Ainsi, l'État a commencé à stigmatiser les substances comme étant étrangères à l'espèce, un danger extérieur qui contaminait le sang allemand. En 1933, une loi a été adoptée permettant d'internement des toxicomanes jusqu'à 2 ans, renouvelable indéfiniment, et imposant des sanctions aux médecins, abolissant le secret professionnel pour enregistrer les consommateurs et mettant en place un système de fiches de contrôle pouvant décider même de la vie ou de la mort des évalués. La politique antidrogue a progressé parallèlement à l'antisémitisme. Des jugements raciaux et des métaphores biologiques se sont fusionnés dans des publications officielles qui décrivaient les Juifs comme des agents d'intoxication, les liant à la supposée prolifération de la cocaïne et de la morphine. Le régime a diffusé l'idée que les substances étrangères étaient particulièrement toxiques, renforçant la notion selon laquelle l'ennemi intérieur et le poison chimique étaient indissociables. Cette narration justifia les stérilisations forcées, les interdictions matrimoniales et, plus tard, les meurtres dans le cadre de programmes d'euthanasie déguisés en mesures médicales, où certains consommateurs de drogue furent classés comme malades mentaux criminels et éliminés par des surdoses ou des gaz létaux. Mais la contradiction structurelle surgit lorsque, tout en poursuivant durement ceux qui consommaient des opiacés ou de la cocaïne, le régime ouvrit la porte au développement de nouveaux stimulants synthétiques. L'industrie pharmaceutique allemande, très avancée depuis le XIXe siècle, cherchait des substances capables d'augmenter les performances physiques et mentales. Dans ce contexte, les laboratoires Temmler développèrent la méthamphétamine appelée Pervitin sous le concept de « substance améliorant la performance ». Le régime accepta cette innovation avec enthousiasme, car elle n'était pas associée à la dégénérescence urbaine, mais à l'efficacité, l'énergie et la discipline, des valeurs qui s'intégraient parfaitement à son projet politique. Ainsi, la drogue interdite se transformait en un outil d'État, approuvé et distribué en masse malgré la rhétorique de pureté proclamant le rejet absolu des stupéfiants traditionnels. La recherche qui donna naissance à cette méthamphétamine allemande prit forme lorsque Fritz Hauschild, chimiste des laboratoires Temmler, perfectionna un composé stimulant qui était déjà en étude depuis le milieu des années 30. À l'automne 1937, il réussit à développer une nouvelle méthode de synthèse de la substance, un procédé qui permettait de la produire de manière plus efficace et à moindre coût en simplifiant la voie chimique et en augmentant le rendement du produit final. Le 31 octobre de cette même année, Temmler déposa auprès de l'Office des brevets du Reich la première méthylamphétamine allemande,
une version plus puissante que les revitalisants connus jusqu'alors, capable de surpasser même la benzédrine américaine. Le nom commercial choisi fut Pervitin, sous lequel la substance se répandit largement. La structure moléculaire de cette nouvelle méthamphétamine expliquait son potentiel. Presque identique à l'adrénaline, elle pouvait traverser la barrière hémato-encéphalique sans difficulté et agir de manière cumulative sur le système nerveux. Son mécanisme consistait à extraire de la dopamine et de la noradrénaline des neurones et à les libérer dans les fentes synaptiques, déclenchant une communication intense entre les cellules cérébrales. Le résultat était une sensation de force et de lucidité, un état énergique et accéléré que le consommateur percevait comme une augmentation extraordinaire de ses capacités mentales et physiques. La durée de l'effet dépassait fréquemment les 12 heures, car la méthamphétamine ne se contentait pas de libérer des neurotransmetteurs, elle empêchait également leur réabsorption rapide par l'organisme, prolongeant ainsi la stimulation à des niveaux pouvant endommager les neurones et épuiser leur énergie interne lorsque des doses élevées étaient consommées. À partir de l'enregistrement du brevet, Temmler a lancé la production de masse du composé. Pervitin est devenu un produit légal et largement promu, présenté comme un stimulant sûr et utile pour divers aspects de la vie quotidienne. L'entreprise a lancé une campagne de promotion très large, des emballages au design attrayant, l'envoi d'échantillons gratuits aux médecins et une stratégie visant à inciter les praticiens à tester le médicament avant de le prescrire à leurs patients. Les lettres envoyées par l'entreprise comprenaient des pilules d'échantillons et sollicitaient des avis cliniques afin de mieux délimiter les indications thérapeutiques du produit. Des médecins de Berlin et de tout le pays ont reçu ces communications, accompagnées de cartes postales pour qu'ils renvoient leurs impressions directes après avoir consommé la substance. La publicité, présentée comme une information médicale, renforçait l'idée que Pervitin était une pilule d'efficacité. Il était décrit comme un stimulant de l'esprit et du système circulatoire, utile contre la fatigue, la narcolepsie, les états dépressifs et les convalescences. Les représentants pharmaceutiques parcouraient les cabinets médicaux, les hôpitaux et les cliniques universitaires, distribuant la drogue et offrant des conférences soulignant sa capacité à rendre la joie de vivre aux personnes résignées. Il était même suggéré qu'il pouvait traiter la frigidité féminine grâce à une administration périodique du médicament. Parallèlement, la notice indiquait que Pervitin neutralisait les symptômes de sevrage de l'alcool, de la cocaïne et des opiacés, s'établissant comme une substance légitimée pour remplacer les drogues considérées comme dangereuses ou illicites. Sa consommation n'était pas interdite, mais pleinement acceptée et promue comme une panacée moderne dans le discours médico-industriel de l'époque. Légalement disponible sous forme de comprimés, le Pervitin s'est rapidement répandu dans tous les coins du Reich pendant la décennie 1930. Avant même le début de la guerre, il était déjà devenu une drogue populaire, socialement acceptée et vendue librement dans n'importe quelle pharmacie, sans contrôle ni stigmatisation. Sa consommation était si répandue que la substance faisait partie du quotidien de nombreux secteurs différents, car elle promettait clarté d'esprit, énergie et résistance dans une société qui exaltait la performance comme valeur morale fondamentale. La méthamphétamine répondait aux attentes professionnelles de nombreux travailleurs épuisés. Le livre ne mentionne pas de professions spécifiques comme les infirmières ou les dactylos, mais décrit l'usage étendu dans de nombreux secteurs, cherchant à rester éveillés, travailler plus d'heures et supporter des journées prolongées. La rapidité avec laquelle la substance s'est vendue comme des petits pains montre que ceux qui avaient besoin d'énergie constante ont trouvé en Pervitin un outil immédiat pour répondre aux exigences croissantes du rythme moderne. Sa disponibilité sans ordonnance avant 1939 a facilité sa consommation par des professionnels soumis à une fatigue continue, des personnes effectuant des tâches répétitives, des étudiants et des travailleurs de secteurs dépendant de la surveillance permanente, tous attirés par l'idée d'une amine stimulante, offrant un état de vigilance prolongé. Temmler a favorisé cette normalisation par une campagne de propagande agressive, décrivant la substance comme un stimulant pour l'esprit et le système circulatoire, utile contre la fatigue, la dépression et la narcolepsie. L'entreprise distribuait des échantillons gratuits aux médecins, visitait des cabinets et des cliniques, offrait des conférences et présentait le produit comme un outil thérapeutique moderne. Les annonces promettaient la joie de vivre renouvelée, et il était affirmé que la pilule pouvait restaurer l'énergie sexuelle, améliorer l'humeur et combattre le sevrage de l'alcool, de la cocaïne et des opiacés.
En pratique, la propagande a installé l'idée que Pervitin était un médicament sûr, scientifiquement avancé et adapté à la vie accélérée du Reich, renforçant sa présence quotidienne parmi les personnes cherchant à rester actives et efficaces. L'enthousiasme pour ses effets ne tarda pas à produire des signaux d'alarme. Les rapports élaborés avant la guerre mentionnaient des augmentations anormales de la productivité dans les usines, où la capacité de performance semblait augmenter de manière artificielle et soutenue. Les responsables sanitaires avertirent que la population devenait un peuple nerveux, avec une résistance extraordinaire mais risquant un effondrement soudain si elle ne trouvait pas un repos adéquat. L'observation que la performance pouvait être maintenue au prix d'une fatigue profonde révélait que la drogue n'était pas seulement intégrée dans la vie civile, mais commençait à générer des comportements dangereux dans le milieu du travail. Ainsi, dans les années précédant l'éclatement du conflit, le Pervitin n'était pas perçu comme une menace, mais comme un produit moderne, utile et en accord avec l'éthique de la performance du Reich, se répandant naturellement parmi des millions de personnes, avant de devenir, pendant la guerre, une ressource stratégique à grande échelle. Pour dimensionner l'ampleur de l'effet du Pervitin, il est important de comprendre que l'esprit et la morale du nazisme étaient soutenus par une obsession profonde pour la performance et l'élimination de tout signe de faiblesse. Dans la pratique quotidienne du régime, la fatigue était interprétée comme un problème politique et non seulement physique. Une diminution de la concentration ou de la capacité de rendement pouvait être considérée comme nuisible au bon fonctionnement de toute opération. Dans les rapports sanitaires envoyés depuis les unités en mission, cette idée apparaît de manière explicite. Il était jugé indispensable d'éviter une diminution de la concentration et de la capacité de performance de chaque membre de l'équipage, car toute détente affectait directement le succès de la tâche confiée. La fatigue, dans cette logique, n'était pas un phénomène naturel, mais un obstacle à la discipline, à l'efficacité et, par extension, à l'état. La croyance que le corps pouvait être optimisé chimiquement s'est progressivement intégrée dans cette psychologie collective de la performance. Les médecins militaires et les officiers sanitaires décrivaient les effets de la méthamphétamine comme une amélioration tangible de la capacité de travail, de l'humeur, de l'attention et de l'impulsion professionnelle. Les rapports de campagne soulignaient que la drogue permettait de fonctionner sans symptômes de fatigue jusqu'à la fin de la mission, renforçant l'idée que les limitations physiques pouvaient être surmontées par des interventions chimiques opportunes. Le langage utilisé par les commandants eux-mêmes reflétait cette mentalité. La substance apportait le supplément énergétique nécessaire pour maintenir le soldat actif lors des marches nocturnes, des manœuvres prolongées ou des combats de haute intensité. Cette perception s'est combinée avec la conviction pseudo-scientifique que l'organisme pouvait être soumis à des états d'exception contrôlés. Les rapports décrivaient de l'euphorie, une augmentation de la capacité d'attention, une sensation de fraîcheur, des impulsions de travail intenses et une suppression artificielle de la faim et du sommeil, le tout interprété non pas comme un risque, mais comme un indicateur d'efficacité. La substance permettait un travail effectué sans problème, maintenait la discipline maximale et générait beaucoup de dynamisme, même lors de journées de 3 jours et 3 nuits sans repos, consolidant ainsi la notion d'un corps chimiquement perfectionnable et adaptable à des exigences extrêmes. Sur cette base, l'image du soldat comme une machine perfectionnable fut construite, capable de soutenir des efforts continus avec l'aide de stimulants. La méthamphétamine devenait ainsi un composant de l'ingénierie humaine, un outil pour maintenir la performance, l'obéissance et la capacité opérationnelle. Un officier sanitaire alla jusqu'à affirmer qu'une troupe équipée de Pervitin était supérieure à toute autre, car elle pouvait maintenir chaque membre en forme, même dans des conditions de maximale exigence physique et psychologique. Dans ce cadre, la frontière entre le corps biologique et l'engin militaire se floutait. La chimie était intégrée dans la doctrine de l'effort total, renforçant l'illusion que le soldat pouvait être optimisé indéfiniment. Dans cette atmosphère, où l'exigence était absolue et la faiblesse équivalait à l'échec, la dépendance chimique ne surgit pas comme un accident, mais comme une conséquence naturelle du système. Les hauts commandements, soumis à des tensions constantes, recouraient de plus en plus aux aides pharmacologiques, qui circulaient discrètement dans les bunkers et les quartiers généraux, où tout devait fonctionner à un rythme implacable. L'accès privilégié à des préparations puissantes, administrées au moment exact,
transformait la fatigue extrême en un état d'euphorie ponctuelle qui permettait de continuer avec l'apparence de contrôle et de clarté que le leader exigeait de ceux qui l'entouraient. Blitzkrieg avec méthamphétamine, la machine militaire qui ne dormait pas. Mais cet effet, si symptomatique du nazisme, s'est rapidement étendu au domaine militaire. Ce fut le physiologiste militaire Dr Otto Rank, directeur de l'Institut de physiologie de la défense de l'Académie de médecine militaire, qui transforma le pervitin en une ressource scientifique pour l'armée. Ses documents internes et conférences non prononcées révèlent qu'à partir de 1938, et particulièrement en 1939, il commença à étudier de manière systématique l'effet de la méthamphétamine sur les jeunes soldats. Dans ses premiers rapports adressés au groupe d'études C, Ranke expliquait ses observations préliminaires sur les changements de résistance et de concentration chez les recrues soumises à des tests d'efforts prolongés, de longues marches et des tâches nécessitant une vigilance continue. Les lettres et annotations conservées montrent comment ces conclusions se consolidaient. Dans son discours interne intitulé Leistungssteigerung durch ärztliche Maßnahmen de février 1939, il affirmait que lui et ses assistants pouvaient constater directement que, sous l'effet de la pervitine, les travaux étaient accomplis avec passion et que même les tâches les plus difficiles devenaient plus faciles à commencer et à accomplir. Cette constatation n'était pas une déclaration propagandiste. Elle émanait de l'observation systématique des recrues et du personnel militaire effectuant des tests sous supervision médicale, ce qui fit de Ranke le premier promoteur scientifique de la méthamphétamine au sein de la Wehrmacht. L'expérimentation formelle s'intensifia à mesure que 1939 avançait. Les annotations du journal de guerre de Ranke et les rapports envoyés à différents commandements médicaux décrivaient des résultats cohérents. Les recrues montraient une diminution de la fatigue, un maintien de la concentration lors de journées anormalement longues et une capacité notable à continuer à opérer sans repos. Tout cela confirmait ce que Ranke interprétait comme un avantage physiologique décisif en conditions de combat ou de marche accélérée, notamment lorsque l'armée avait besoin de maintenir des mouvements continus pendant des journées entières sans s'arrêter pour dormir. Au début de 1940, les conclusions médicales étaient déjà systématisées. Dans un rapport de l'Institut de physiologie de la défense daté du 8 avril de cette année, les découvertes étaient synthétisées. Le pervitin supprimait la fatigue, permettait de maintenir l'initiative dans des situations prolongées et générait une augmentation de la performance sans symptômes immédiats d'épuisement. D'autres rapports envoyés à Ranke ajoutaient que la substance neutralisait la peur, réduisait le doute et atténuait la sensation de danger, produisant un état psychologique qui facilitait l'obéissance opérationnelle et la persévérance, même sous des situations de stress extrême. Pour ces raisons, plusieurs commandants médicaux recommandèrent formellement son usage comme tonifiant dans des unités entières avant des missions critiques. Avec la conclusion officielle remise, acceptée et ratifiée dans les documents adressés à Ranke, la position du pervitin au sein de la science militaire du Reich se consolidait. Une substance capable d'éliminer les limites naturelles du corps et de l'esprit, détruisant la fatigue, la peur et l'hésitation, et transformant les êtres humains en super-soldats, le plus proche de l'idée du Übermensch de Nietzsche qui inspira une partie de l'idéologie d'Hitler. Ainsi, le pervitin devint une ressource pour la guerre, comme la nourriture, l'eau ou les munitions. Lorsque la campagne de Pologne commença en 1939, l'armée allemande avait déjà expérimenté l'utilisation du pervitin lors de l'entrée en Sudète en 1938, où l'on enregistra les premières expériences positives avec le pervitin dans une mission militaire. Ce précédent encouragea les commandements médicaux du Reich à utiliser la drogue de manière plus systématique, en particulier dans les unités devant soutenir des déplacements prolongés, tels que celles de reconnaissance et les forces mécanisées qui ouvraient la voie au Panzer. La méthamphétamine s'intégra comme un recours physiologique dans ces tâches où le sommeil, défini par Ranke comme un ennemi dangereux, pouvait compromettre la précision et la rapidité des mouvements initiaux de la Blitzkrieg. Les rapports que Ranke recevait des unités avancées confirmaient le modèle observé en laboratoire. Le pervitin permettait de maintenir les soldats en état opérationnel pendant des périodes extraordinaires. Plusieurs rapports décrivaient que les hommes fonctionnaient sans symptômes visibles d'épuisement et que l'initiative était maintenue même après de longues heures d'activité continue.
La drogue était perçue comme une aide décisive pour éviter la diminution de la concentration dans les tâches critiques de conduite, de surveillance ou d'avancée rapide, des facteurs déterminants dans les premières phases de la guerre éclair. Dans des lettres ultérieures, les commandants médicaux soulignaient que la performance augmentait et que les missions pouvaient être complétées sans pause, malgré l'intensité de l'effort. Sur le front, l'application pratique de ces conclusions se traduisa par des marches accélérées qui, selon les rapports de campagne ultérieurs, pouvaient atteindre des durées comprises entre 48 et 72 heures, sans véritable repos. Bien que les documents cités pour la Pologne ne détaillent pas un chiffre exact dans ce théâtre d'opération, ils décrivent la capacité des troupes sous influence de fonctionner sans symptômes de fatigue jusqu'à la conclusion de la mission. Un comportement que les médecins interprétaient comme le résultat direct de l'utilisation régulière de la méthamphétamine. Les preuves accumulées au cours de ces semaines ont conduit à la conviction que l'armée devait approvisionner les unités mobiles avec des réserves importantes de pilules avant toute marche nocturne ou séquence de combat prolongée. Les rapports médicaux envoyés à Ranke ont également enregistré des modifications comportementales évidentes. Certains mettaient en avant des états d'hypervigilance et une surveillance exceptionnellement élevée. D'autres mentionnaient de fortes impulsions d'initiative qui, bien qu'utiles pour maintenir le rythme offensif, pouvaient frôler l'excès de confiance. Dans certains cas, on décrivait que les hommes montraient un élan agressif marqué, surtout lorsque le manque de sommeil commençait à se mélanger avec les effets résiduels de la drogue. Ces observations ont conduit plusieurs officiers médicaux à recommander de la prudence, sans toutefois remettre en question l'utilité générale du stimulant. La pression opérationnelle favorisait l'idée de continuer à l'utiliser, même avec ses effets secondaires. À la fin de 1939, le pervitin était passé d'une curiosité pharmaceutique à un composant essentiel de la machine militaire allemande. La Pologne s'est transformée, sans l'officialiser ainsi, en premier laboratoire de guerre où l'on a pu constater que la guerre moderne, composée de manœuvres rapides, mécanisées et basée sur un mouvement continu, pouvait être encore accélérée grâce à une chimie qui annulait la fatigue et aiguisait l'agressivité opérationnelle du soldat. Le succès en Pologne fut tel que l'utilisation du pervitin n'a fait qu'augmenter pendant la bataille. L'offensive contre la France en 1940 marqua le moment où l'utilisation militaire du pervitin cessa d'être expérimentale pour devenir un composant structurel de la Blitzkrieg. La Wehrmacht, convaincue que la méthamphétamine était un outil décisif pour soutenir les opérations continues, demanda des quantités énormes de ce stimulant. Les sources des archives militaires citées dans le livre enregistrent des commandes de dizaines de millions de comprimés destinés à approvisionner toutes les branches de l'armée pendant la campagne, ce qui fit du pervitin un fournisseur chimique d'énergie pour les unités mécanisées, motorisées et de reconnaissance, chargées de maintenir un rythme de progression sans précédent dans l'histoire militaire moderne. La diffusion massive du stimulant fut régulée par un ensemble d'ordres médicaux et logistiques qui faisaient partie du Stimulantenerlass, le décret qui régissait son utilisation. Dans ce document, selon les rapports cités par Ranke et envoyés au haut commandement sanitaire, étaient spécifiées les doses appropriées pour chaque journée d'opération prolongée, établissant des lignes directrices pour éviter que l'épuisement naturel des soldats ne réduise la vitesse de l'avancée. L'administration nocturne était recommandée comme pratique standard, car la nuit était le moment où la somnolence menaçait d'interrompre l'élan offensif, et la drogue permettait de neutraliser cette baisse physiologique sans nécessité d'arrêt. Des critères étaient également indiqués pour surmonter les barrières psychologiques en combat. Le stimulant devait être utilisé pour maintenir l'initiative pendant les situations d'usure, lorsque la peur ou le doute pouvaient freiner une manœuvre critique. Dans les directives médicales envoyées à l'Académie militaire, il était souligné que le pervitin revêtait une importance particulière dans les activités prolongées avec peu d'efforts physiques, mais un risque élevé d'endormissement, comme conduire sur de longues distances ou piloter des avions lors de missions prolongées, où le sommeil était considéré comme un ennemi opérationnel qui devait être supprimé chimiquement. L'effet combiné de ces mesures se manifesta de manière spectaculaire sur le terrain. Pendant l'offensive, de nombreux commandants rapportèrent des rendements de marche extraordinaires. L'inspecteur sanitaire Waldmann loua l'avancée allemande en soulignant les 60 à 80 km quotidiens que pouvaient parcourir les troupes, une réussite qu'il attribuait à l'augmentation de la performance observée pendant ces jours-là.
Le journal de campagne relatait des scènes d'unités motorisées se déplaçant à une vitesse vertigineuse, sans pause, propulsées par la résistance artificielle que leur fournissaient les comprimés administrés avant chaque tranche nocturne. Dans ce contexte, les manœuvres audacieuses de Heinz Guderian et Erwin Rommel prirent une dimension supplémentaire. Rommel, qui avançait à travers champs pour éviter les positions défensives françaises, parcourut 240 km le 17 juin 1940, un chiffre décrit dans les rapports comme un record du monde militaire. Cette performance de marche, qualifiée de colossale par les chefs d'état-major, s'expliquait non seulement par la mobilité des véhicules allemands, mais aussi par la capacité de leurs équipages à rester éveillés et opérationnels au-delà de ce qui était humainement soutenable. Les photographies prises par Ranke pendant ces journées le confirmaient de manière indirecte. Des soldats endormis sur n'importe quelle surface pendant les rares minutes de pause. Preuve que l'avancée continue n'était possible que grâce à la ressource pharmaceutique qui leur permettait de rester debout, tandis que la drogue agissait et qu'ils s'effondraient dès que son effet cessait. Le résultat final fut une offensive qui avança comme un torrent, sans les embouteillages ni interruptions qui avaient caractérisé 1918, et dont l'élan chimique restait caché sous l'image d'une machine militaire parfaite. Cependant, la méthamphétamine était une arme à double tranchant. Le dopage massif au pervitin ne tarda pas à générer des effets visibles sur le comportement et la santé des soldats. Bien que le stimulant ait été conçu comme un outil pour annuler la fatigue et maintenir l'offensive en marche, des réactions commencèrent à être observées sur le front qui déconcertèrent médecins et commandants. L'effet désinhibiteur apparaissait clairement, la capacité à entreprendre des actions impulsives augmentait, et la drogue rendait plus facile l'effort dans les situations de combat, les marches nocturnes, les poussées de véhicules ou les manœuvres répétitives sous pression. Cet état altéré transformait les soldats en exécutants automatiques, capables de maintenir une activité prolongée à un rythme qui, dans des conditions normales, aurait été impossible à soutenir. Cette hyperactivité artificielle se traduisit directement dans la tactique. Plusieurs unités opérèrent avec une vitesse et une intensité que les Alliés ne parvenaient pas à comprendre. Les rapports en provenance de Pologne décrivent des troupes entières fonctionnant sans symptômes de fatigue jusqu'à la fin de la mission, même après des jours de combat et des déplacements continus. L'amélioration de l'humeur, la suppression de la fatigue et la restauration instantanée de l'initiative généraient des décisions rapides, parfois téméraires, qui contribuaient à l'impression d'attaques imprévisibles. Dans les secteurs blindés et de reconnaissance, la drogue maintenait les officiers et les tankistes dans un état de vigilance anormal, ce qui renforçait l'effet de surprise de l'offensive initiale. À mesure que cette surcharge soutenue s'accumulait, des avertissements officiels commencèrent à apparaître. Le responsable de la santé du Reich, Leonardo Conti, alerta sur les réactions concomitantes qui neutralisaient complètement les effets favorables du stimulant. Il souligna que la consommation continue entraînait une désintégration lente des réserves physiques et psychiques nécessaires pour tenir, et que, en fin de compte, cela pourrait conduire à un effondrement. Cette dégradation progressive ne se limitait pas aux soldats épuisés. Conti observa que de nombreux jeunes avaient un aspect extrêmement affaibli et vieilli, signe d'une usure accélérée produite par l'abus du médicament en pleine campagne. Les effets toxiques ne se manifesteraient pas toujours immédiatement, mais le danger était évident. La méthamphétamine silenciait les signaux corporels d'alarme qui préviennent des limites naturelles du corps. Les frontières de la résistance physique et psychique devenaient imperceptibles, ce qui conduisait à continuer à opérer au-delà du seuil sûr. Cette perte de perception augmentait le risque de collapse brutal, car l'organisme continuait de fonctionner tandis que le système nerveux était poussé dans un état de surexcitation extrême sans repos ni récupération adéquat. Au début de 1941, les troupes avançaient implacablement, mais dopées, impulsives et sans sommeil. La méthamphétamine avait transformé les routes de guerre en corridors où la fatigue semblait abolie et les unités se déplacèrent comme si une force invisible soutenait chaque kilomètre parcouru. La drogue annulait la fatigue, tendait la tension et poussait les soldats à une activité ininterrompue qui déconcertait les Alliés, incapables de comprendre comment une armée entière pouvait maintenir cet élan sans repos. La pression chimique soutenait la discipline mécanique de l'avancée et permettait que des décisions risquées soient exécutées avec une rapidité qui dépassait toute limite naturelle.
Les rapports qui parvenaient à Berlin parlaient de marches prolongées, de combats qui se poursuivaient jusqu'à l'aube et d'hommes qui ne tombaient épuisés que lorsque l'effet s'éteignait brusquement. Mais cette vitalité apparente dissimulait quelque chose de plus profond. La désintégration silencieuse des réserves physiques et psychiques que la méthamphétamine consommait de l'intérieur, effaçant les signaux d'alarme que le corps n'était plus capable d'émettre. Cependant, la dépendance la plus décisive ne se développerait pas dans les forêts de Pologne ni dans les champs de France, mais loin du front. Hitler, du patient reconnaissant à l'addict chimique. Malgré son image d'homme fort et en bonne santé, Hitler avait souffert pendant des années de malaise qu'aucun médecin ne parvenait à résoudre. Des douleurs intenses à l'estomac et aux intestins, des gaz insupportables après des repas copieux, des eczémas sur les jambes qui l'obligeaient à porter des bandages et un état général qui, selon ses propres confidences, l'empêchait de travailler normalement. Rien de ce que ses médecins avaient essayé ne fonctionnait et chaque traitement erroné augmentait sa frustration. Dans ce contexte d'épuisement physique et de méfiance médicale, Hitler était sur le point de rencontrer un homme qui allait marquer de manière décisive sa vie quotidienne, bien qu'à ce moment-là, aucun des deux ne pouvait imaginer le destin qui les attendait. La rencontre eut lieu lors d'un dîner chez Heinrich Hoffmann. Entouré de connaissances, Hitler mentionna en passant les troubles digestifs qui le tourmentaient depuis un certain temps. Parmi les invités se trouvait un médecin d'apparence peu distingué, suant, joufflu, nerveux, avec des lunettes rondes en écaille posées sur un nez de patate. C'était Théodore Morel, un médecin dont la seule compétence sociale résidait dans la maîtrise absolue des injections. Alors qu'Hitler décrivait ses symptômes, Morel tendit l'oreille et suggéra un traitement peu courant qui pourrait l'aider. La réaction du Führer fut immédiate. Il l'invita à le visiter au Berghof pour l'examiner en privé, loin des médecins qu'il ne considérait plus capables de le traiter correctement. En évaluant le cas, Morel diagnostiqua une flore intestinale anormale comme origine des problèmes et prescrivit du Mutaflor, un préparé bactérien d'un de ses collègues. L'amélioration de Hitler fut si rapide que le dictateur interpréta ce soulagement comme une révélation. Quelqu'un avait enfin réussi à comprendre son corps. Ce succès initial scella l'entrée de Morel dans le cercle le plus intime du pouvoir. Pour lui, dont l'estime de soi dépendait de sa capacité à faire des injections, cela signifiait une promotion inattendue. Pour Hitler, cela marqua le début d'une dépendance quotidienne. Bientôt, l'acte de se faire injecter devint un rituel indispensable. La présence du médecin, sa mallette, l'aiguille en platine, le soupir préalable et le massage après l'injection devinrent partie intégrante du processus par lequel le Führer se mettait en marche chaque jour. L'équation devint automatique. Sans injection, pas de fonctionnement. Et ainsi, sans que l'un ou l'autre ne le remarque totalement, commençait à se former une relation qui évoluerait vers une dépendance totale. En été 1941, les dossiers médicaux de Morel montrent un changement dans l'intensité des traitements appliqués à Hitler. Les annotations du 8 août 1941 mettent en évidence plusieurs administrations de préparation telles que le glyconorme, dont la composition est détaillée dans l'héritage de Morel et qui apparaît à plusieurs reprises dans l'agenda clinique de ce mois-là. Pendant ces semaines, Morel recourut non seulement à des tonifiants complexes, mais aussi à des méthodes qui s'éloignaient de la médecine conventionnelle. En août, il appliqua des sangsues sous l'oreille de Hitler, un remède traditionnel destiné à réduire l'inflammation. Le Führer lui-même lui passait les animaux du flacon pendant que Morel les plaçait avec ses doigts, car les pinces ne fonctionnaient pas correctement. La procédure provoqua un saignement prolongé qui obligea Hitler à couvrir la zone avec des pansements et à sauter le dîner en raison de la plaie ouverte. À travers ces entrées dans le carnet médical, on remarque également la répétition de substances comme des extraits exotiques et des préparations énergétiques, toutes administrées avec de courts intervalles entre chaque application. La séquence enregistrée entre le 8 et le 27 août marque l'augmentation progressive des interventions visant à soutenir les performances physiques du Führer en pleine campagne de l'Est, sans que les registres n'indiquent de modifications externes du traitement, à part la fréquence croissante des applications. À la fin de 1942 et au début de 1943, l'activité médicale de Morel prit un tournant vers une échelle qui débordait tout cadre clinique conventionnel. Son accès croissant à des ressources biologiques et son ambition entrepreneuriale transformèrent les thérapies appliquées à Hitler en un processus d'expérimentation continue, alimenté par des substances de plus en plus complexes.
Morel lança une industrie basée sur des préparations vitaminiques et hormonales qui nécessitaient un approvisionnement constant en organes et glandes animales, indispensable pour la fabrication des extraits utilisés aussi bien pour les patients que pour ses produits commerciaux. L'expansion de ce modèle coïncida avec le contrôle d'une usine arianisée à Olomouc, en Tchécoslovaquie occupée. Le bâtiment, confisqué précédemment à ses propriétaires juifs et acquis avec l'intervention directe de Hitler, devint le principal centre de production de la société Amma, d'où étaient fabriqués des tonifiants, des préparations métaboliques, des vitamines et des mélanges hormonaux d'origine animale. Morel nota avec satisfaction « Plus bon marché, c'est impossible. Une usine arianisée pour moi ». Pour soutenir la production, le médecin dépendait du gigantesque abattoir de Vinnytsia, situé à seulement 8 km du quartier général. Ces installations ultramodernes permettaient de centraliser tous les abattages d'Ukraine et de collecter le sang et les organes avec une efficacité industrielle. Là se trouvait la matière première essentielle pour les extraits que Morel utilisait: des glandes thyroïdes, des capsules surrénales, des testicules, des prostates, des ovaires, des glandes bulbourétrales, des vésicules biliaires, des cœurs, des poumons et des os, tout catalogué par le propre médecin comme matière première pour son projet d'industrie organothérapeutique. Le flux d'organes devint un système à part entière. Des trains complets, chargés de marchandises en provenance d'Ukraine, circulaient presque quotidiennement vers l'usine en Tchécoslovaquie. Morel exigeait une priorité absolue pour ces transports. Si un wagon ne partait pas à l'heure, il appelait directement les responsables ferroviaires du Reich, menaçant de l'autorité de sa position et offrant comme récompense une audience avec Hitler ou un paquet de ses vitamines. Les ordres étaient exécutés comme s'il s'agissait de directives militaires, déplaçant même des transports de la Wehrmacht pour laisser place aux envois biologiques destinés à ces extraits hormonaux. L'affaire atteignit un tel volume que Morel accumula plus d'organes qu'il ne pouvait en traiter, mais il refusa néanmoins de partager la matière première avec d'autres fabricants. Le droit de récolter les glandes et organes d'Ukraine et de les traiter est exclusivement le mien. Parallèlement, il utilisa Hitler comme validateur implicite de ses produits. Toute substance administrée au Führer acquérait automatiquement une légitimité commerciale. Ces tonifiants et combinaisons hormonales se diffusaient ensuite dans la Wehrmacht et dans l'administration civile comme des produits de facto autorisés par Hitler lui-même, sans passer par des contrôles scientifiques indépendants. Déjà à la mi-1943, le traitement de Morel avait pris une dimension complètement différente avec l'introduction de l'oxycodone, un opiacé synthétique dont le principe actif était l'oxycodone, un dérivé chimique des opioïdes. Le mécanisme était direct. Il agissait sur les récepteurs de la douleur, générait une profonde sensation de calme et atténuait toute tension physique ou émotionnelle. Sa puissance en faisait un composé radicalement différent des tonifiants et extraits utilisés aux étapes précédentes, et les témoignages ultérieurs le mentionnèrent comme l'une des substances les plus influentes dans la détérioration mentale et physique de Hitler pendant la phase finale de la guerre. L'oxycodone appartenait à la même famille que l'héroïne et la morphine, bien que Morel la prescrivît sous forme pharmaceutique sous le nom commercial d'oxycodone, la prescrivant comme analgésique puissant lorsque le Führer se plaignait de douleurs persistantes ou de crises nerveuses liées à la pression militaire. L'influence de la drogue commença à se faire sentir lors des réunions de haut niveau. Divers observateurs décrivirent des épisodes où Hitler apparaissait plus rigide, avec une voix étouffée et des réflexes lents, particulièrement lors des rencontres diplomatiques. L'un des moments les plus commentés dans les témoignages indirects fut sa rencontre avec Mussolini en 1943. Il est mentionné qu'Hitler était sous l'effet d'injections récentes, administrées pour le stabiliser avant de converser avec le leader italien, ce qui altérait la perception de ceux qui l'entouraient concernant son énergie habituelle. La drogue favorisait une calme tendue, mais aussi une déconnexion émotionnelle qui surprenait ceux qui connaissèrent son style passionné des années précédentes. La documentation de Morel reflète que ces préparations étaient appliquées lors de moments de tension politique ou militaire, lorsque Hitler avait besoin de se présenter comme stable devant ses interlocuteurs. La consommation suivait un rythme bien défini. Morel alternait des jours d'administration avec des jours de pause, un modèle typique des traitements opiacés visant à éviter la tolérance immédiate. Cependant, les annotations du médecin montrent des répétitions fréquentes sur de courtes périodes, ce qui indique qu'Hitler demandait du soulagement avec des intervalles de plus en plus courts.
Cette alternance n'empêchait pas le développement d'une habitude. Les registres soulignent la nécessité croissante de recourir à l'analgésique lorsque le Führer faisait face à des crises de douleur ou à des moments de stress intense, particulièrement après des défaites militaires. Dans ce processus, Morel devint une figure indispensable. Il était le seul à contrôler les doses, le seul à savoir quelle combinaison était appliquée chaque jour et le seul autorisé à intervenir lorsque Hitler souffrait d'effets secondaires ou demandait un renfort immédiat. Le cocktail extrême, quand Hitler mélangea de la cocaïne avec des opiacés. La tentative d'assassinat dans la cachette du Loup interrompit brutalement la routine médicale entourant Hitler et révéla à quel point son état physique dépendait d'interventions constantes. L'explosion le toucha à courte distance et ses effets furent immédiats. Selon les rapports médicaux des jours suivants, il souffrit d'un traumatisme acoustique sévère, avec les 2 tympans endommagés et une douleur persistante affectant son équilibre et son audition. De plus, de petites échardes et fragments provenant de la table et du revêtement de la salle se retrouvèrent incrustés dans diverses zones de sa peau, nécessitant des interventions successives pour les retirer. L'inconfort s'aggravait avec les bourdonnements constants dans les oreilles et des épisodes de vertige qui durèrent plusieurs semaines, mettant en évidence que l'onde de choc avait directement impacté la structure interne de l'oreille. Face à ce tableau, le docteur Erwin Giesing, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, arriva au quartier général pour évaluer les dommages auditifs et contrôler la douleur. Dans ses rapports, il décrit en détail l'état du Führer et les procédures employées pour le soulager. Parmi celles-ci, on note l'introduction de cocaïne liquide médicinale, appliquée comme analgésique local dans le nez et sur la zone affectée pour réduire l'inflammation, calmer la douleur et lui permettre de continuer ses activités quotidiennes. Giesing signale que Hitler réagissait fortement à la substance, ce qui obligea à ajuster la dose à plusieurs reprises. Lors d'une des applications, Hitler demanda aux spécialistes d'augmenter la quantité, en affirmant qu'il avait des choses importantes à faire. Giesing obéit, mais la réaction fut disproportionnée. Le Führer perdit connaissance et faillit subir une paralysie respiratoire, selon le témoignage clinique de l'otorhinolaryngologiste lui-même. Cet épisode révéla la grande sensibilité du patient à la drogue et le risque de surdose même dans un contexte d'usage médical contrôlé, mettant Giesing dans une position délicate face au reste de l'entourage médical et politique supervisant la récupération de Hitler. L'utilisation de cocaïne liquide médicinale administrée par le docteur Giesing après l'attentat provoqua chez Hitler une réaction immédiate que le spécialiste lui-même consigna. Dès que la solution fut administrée dans le nez, le Führer éprouva une récupération soudaine de son état de vigilance. Les symptômes de douleur diminuèrent rapidement, la pression dans l'oreille devint plus supportable et son comportement passa de la fatigue visible à une agitation lucide, décrite par le médecin comme un effet rapide et frappant. Cette amélioration momentanée le conduisit à adopter un comportement avec une confiance renforcée, un mode d'action qui contrastait avec la dégradation physique qu'il avait subie après l'explosion. Ce soulagement soudain lui fut tellement attrayant qu'il commença à demander la répétition de la dose. Giesing nota qu'Hitler réclamait plus de cocaïne, arguant qu'il avait des choses importantes à faire et qu'il souhaitait continuer à fonctionner sans que la douleur ou le vertige ne l'interrompent. La demande directe du patient plaça le médecin dans une situation délicate, car il devait calculer la quantité sans dépasser le seuil sûr. Lors de l'une de ces occasions, l'augmentation demandée par Hitler mena à un épisode critique. Après avoir appliqué la dose renforcée, le Führer perdit connaissance et faillit subir une paralysie respiratoire, comme le constata le spécialiste. La réaction révéla l'intensité de la réponse de l'organisme à la cocaïne et la facilité avec laquelle un stimulus qui produisait une lucidité momentanée pouvait devenir physiologiquement dangereux. Giesing dut ajuster les doses avec une extrême prudence après cet incident, bien qu'Hitler continuât à demander l'analgésique nasal pour la sensation temporaire de récupération qu'il lui apportait. Après l'attentat de juillet 1944, lorsqu'ils tentèrent d'assassiner Hitler avec une bombe dans la cachette du Loup lors du plan Valkyrie, la relation médicale autour d'Hitler se fractura. Le docteur Giesing, récemment intégré comme spécialiste ORL, commença à se percevoir comme la figure professionnelle adéquate pour prendre le contrôle du traitement du Führer. Sa principale motivation était d'évincer Morel, qu'il considérait comme un médecin aux méthodes douteuses, trop impliqué dans des pratiques commerciales et dépourvu de rigueur clinique.
Les rapports de Gysi montrent un mépris croissant pour les injections quotidiennes de Morel, auxquelles il attribuait une partie de la dégradation physiologique du patient. Son intention était de gagner de l'autorité dans l'entourage du Führer, en démontrant qu'il pouvait offrir un traitement plus rationnel et plus sûr que celui de son rival. Cette tension fut amplifiée par la rivalité institutionnelle déjà existante entre le cercle intime d'Hitler, où Morel bénéficiait d'une protection constante, et les SS, qui cherchaient à accroître leur influence dans tous les domaines, y compris médical. La présence de Gysi, plus proche de Himmler, renforça cette concurrence. Chaque intervention thérapeutique devint un geste politique, celui qui administrait la substance, celui qui supervisait l'évolution et celui qui réussissait à faire en sorte qu'Hitler ait confiance en son jugement déterminait l'équilibre du pouvoir autour du leader. Dans ce climat, les traitements commencèrent à se superposer. Alors que Gysi administrait de la cocaïne liquide médicinale pour soulager la douleur nasale et la pression auditive, Morel continuait à administrer ses opiacés et ses tonifiants puissants, dont l'oxycodal, utilisé pour stabiliser Hitler lors de réunions ou d'épisodes de malaise. Le résultat fut que, certains jours, le Führer recevait des substances des deux médecins avec des intervalles très brefs, créant une coexistence chimique que Gysi lui-même qualifia de problématique. La cocaïne provoquait des états de lucidité intenses et une agitation soudaine, tandis que les préparations de Morel avaient tendance à produire une calme profonde, de la somnolence ou une sensation de soulagement lourd. Les conséquences physiologiques apparurent rapidement. L'épisode où Hitler perdit connaissance après l'application de la cocaïne montre comment son organisme réagissait de manière disproportionnée aux stimulants forts, en particulier lorsqu'il coïncidait avec des analgésiques puissants administrés par Morel. Ces oscillations se manifestaient par des fluctuations abruptes entre hyperactivité et épuisement, des difficultés à maintenir une voix stable, une irritabilité croissante et des périodes de respiration compromises. Même la psychologie du Führer était altérée, et le cocktail de médicaments faisait des ravages. Les témoignages de l'époque signalent des changements qui déconcertèrent son entourage. Des moments de confiance excessive suivis de chutes brutales de morale, des réactions démesurées face à de petites contrariétés et une nécessité urgente d'intervention médicale successive. Pour les deux médecins, chacun dans son domaine, cela devint un point de friction. Chaque épisode était interprété comme la conséquence de la substance administrée par l'autre. La cohabitation forcée de ces traitements marqua la phase finale du conflit, tandis que le Führer dépendait des deux médecins sans que l'un ou l'autre puisse imposer complètement son jugement. Lorsque l'effet de l'eucodal s'estompe, Hitler commençait à souffrir de tremblements, d'abord intermittents puis constants, surtout à partir des dernières semaines de 1944. Les rapports médicaux et les observations de son entourage s'accordaient à dire que ce symptôme était devenu le trait dominant et visible de son état. Hitler tentait de maîtriser les convulsions en tendant les muscles, mais l'effort n'aggravait que la situation. La silhouette rigide et contrôlée du passé avait disparu. À sa place, des vibrations nerveuses parcouraient ses bras, ses mains et, parfois, tout son torse. Morel nota des cas tels que tremblement aigu dans la main gauche, suivi de manifestations croissantes dans la main droite. Par moments, les secousses étaient si intenses qu'elles alarmèrent même ceux qui étaient habitués à son déclin. Pour dissimuler, Hitler cachait ses mains dans ses poches, croisait les bras et les jambes ou maintenait la main gauche avec la droite, tentant de garder l'apparence du contrôle. Les troubles moteurs devinrent évidents, rigidité, posture forcée et une démarche altérée que certains observateurs interprétèrent comme faisant partie d'un état physique déjà compromis. Dans les cercles militaires, il devenait de plus en plus difficile de cacher ces gestes involontaires, qui contrastaient avec l'image d'autorité que le Führer avait l'habitude de projeter. À un niveau interne, des spéculations surgirent sur la cause de ces symptômes, y compris des soupçons de troubles parkinsoniens mêlés aux effets du polyconsommation de drogues dures qu'il recevait régulièrement. Les changements comportementaux se intensifiaient également lors des périodes de sevrage, et il présentait une irritabilité marquée, des éclats de colère soudains et des épisodes où il rejetait tout geste qu'il interprétait comme une critique ou une contradiction. Les hauts responsables notaient qu'il ne prenait plus de décisions avec la même fermeté qu'auparavant, et lors des réunions, son comportement oscillait entre l'apathie, la colère et une confiance artificielle renforcée par l'effet des substances.
par moments, il évitait le contact social, refusait de participer aux repas ou aux salutations formelles, ou réagissait avec dédain envers ceux qui tentèrent de le conseiller. Les réunions militaires étaient profondément conditionnées par les doses que Morel administrait avant chaque journée. Lors de ces rencontres, Hitler avançait de manière cérémonieuse, en posant d'abord le talon, puis le genou, en claquant la langue et en bougeant les mains d'un geste qu'il interprétait comme un signe de clarté mentale. En réalité, la combinaison de stimulants et d'opioïdes générait un état de confiance artificielle qui isolait encore plus le leader de la situation réelle du front. Pour les généraux, suivre son raisonnement devint impossible. La médication maintenait Hitler dans une cohérence interne détachée de la réalité militaire et érigeait un mur d'euphorie qui bloquait toute doute ou critique. Ce rythme d'administration, répété presque comme un rituel, renforçait à la fois les pics d'énergie et les brutales baisses qui suivaient. Chaque session de travail était encadrée par les substances circulant dans son organisme, déterminant son ton émotionnel, sa perception du danger et sa capacité à prendre des décisions. Au fil des mois, cette dynamique devint insoutenable. À chaque tremblement visible s'ajoutait une irruption émotionnelle ou une décision arbitraire qui montrait la dégradation accélérée du Führer. Dans les derniers mois, la médication administrée par Morel devint indispensable. Le rythme avec lequel apparaissaient les tremblements, les secousses et la rigidité rendaient impossible pour Hitler de maintenir une fonctionnalité minimale sans recourir aux injections. Chaque fois que l'effet de l'eucodal cessait, des convulsions visibles réapparaissaient dans les bras et les mains, si intenses que tous ceux de son entourage immédiat pouvaient les observer. Hitler lui-même, conscient de la dégradation, tentait de les contenir ou de les cacher, mais ne faisait qu'aggraver la situation. La question désespérée qu'il posa à Morel, lui demandant s'il existait une injection qui pourrait le guérir définitivement, révèle à quel point il avait accepté que sa stabilité dépendait entièrement de l'aiguille. La dépendance se reflétait également dans son comportement. Les périodes pendant lesquelles la drogue était active produisaient un état de confiance artificielle qui l'isolait de la réalité et empêchait toute remise en question extérieure, tandis que la chute qui suivait déclenchait des tremblements et un épuisement physique marqué. Les généraux, qui tentaient de maintenir des réunions régulières, constataient que le Führer n'était pas en mesure de prendre des décisions avec la fermeté d'autrefois. L'impression générale était celle d'un commandement incapable de se maintenir sans le soutien chimique que Morel lui fournissait. Cette dégradation contribua à l'isolement presque total d'Hitler par rapport au reste du haut commandement. Il se retirait des repas, évitait le contact social et préférait rester dans sa cabine, ne sortant que sous le couvert de la nuit. La distance physique accompagnait la distance mentale. Les rapports militaires arrivaient filtrés ou maquillés, en partie parce que plus personne ne s'attendait à ce qu'il puisse faire face à la brutalité de la situation. Les officiers percevaient que toute exposition à la réalité provoquait de l'irritation ou des réactions impulsives, et le cercle des personnes autorisées à s'approcher de lui se réduisit considérablement. L'effondrement chimique, sevrage, effondrement et mort dans le bunker. L'approvisionnement en drogue puissante pour Hitler entra en crise en décembre 1944, lorsque les bombardements alliés frappèrent durement l'industrie allemande. Parmi les attaques de ce mois-là figurait l'offensive sur Strasbourg et la pression croissante sur la frontière du Reich, ce qui affecta directement la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique que Morel utilisait pour maintenir le Führer. Durant ces jours, Hitler éprouvait les plus grandes tensions nerveuses de sa vie et réclamait constamment des injections pour le maintenir debout, mais l'infrastructure permettant d'obtenir des opiacés commençait à s'effondrer. Le 4 décembre 1944, Morel nota qu'il avait voulu interrompre les injections, mais Hitler les exigea à nouveau. Cette nuit-là, il réussit encore à lui administrer de l'eucodal par voie intraveineuse, montrant que l'analgésique était encore disponible pour le moment. Cependant, cette note marque l'un des derniers épisodes où il put l'utiliser normalement. À mesure que les bombardements progressaient et que les routes étaient coupées, Morel fut contraint de parcourir les pharmacies dans un Berlin de plus en plus dévasté. Son travail consistait à chercher des substituts, des flacons isolés ou des restes de préparation qui pourraient remplacer l'absence d'opiacés puissants. Dans ces notes, on peut voir l'angoisse de maintenir Hitler stabilisé, surtout lorsque les spasmes réapparaissaient avec intensité et que les réunions militaires exigeaient que le Führer soit frais pour descendre du train ou recevoir des rapports critiques.
Chaque jour nécessitait une dose précise. Chaque jour, le matériel manquait davantage. À la mi-décembre, la situation était intenable. Les pharmacies étaient ravides ou détruites. Le trafic ferroviaire était interrompu par des attaques continues et les laboratoires qui approvisionnaient auparavant Morel ne pouvaient plus produire ni distribuer. La perte logistique n'affectait pas seulement l'oxycodone. Toute la structure dont dépendait le régime pharmacologique s'était effondrée. Pour Morel, cela signifiait l'incapacité totale de réapprovisionner des opiacés puissants au moment même où Hitler en dépendait le plus pour contrôler les spasmes, la douleur et la dégradation nerveuse accélérée. Lorsque l'approvisionnement en oxycodone fut interrompu, les effets apparurent immédiatement. Dans l'état physique de Hitler, il y avait déjà des tremblements intenses, surtout dans la main gauche, que Morel avait documentés à plusieurs reprises. Mais avec la disparition des opiacés, ces tremblements s'intensifièrent de manière visible, au point qu'Hitler tentait de les dissimuler en croisant les bras, en mettant les mains dans les poches ou en tenant une main avec l'autre. Les secousses devinrent si constantes que même ceux qui étaient habitués à son déclin furent alarmés. À cela s'ajoutèrent des symptômes physiques compatibles avec l'interruption brutale des opiacés, décrits dans le texte comme des épisodes de malaise croissant, des spasmes, un nervosisme extrême et une pression émotionnelle insupportable. Morel nota des épisodes où Hitler était retrouvé au petit matin souffrant de spasmes incontrôlables, incapable de dormir, réclamant une injection qu'il ne pouvait plus recevoir sous sa forme habituelle. L'irritabilité sévère devint partie de son comportement quotidien. Les généraux remarquaient des changements brusques dans son état émotionnel, des éclats de colère, un rejet de toute suggestion externe, une susceptibilité aux moindres commentaires. Lors de plusieurs réunions, il était incapable de suivre un raisonnement sans s'énerver pour des détails mineurs, ou passait brusquement du silence absolu à des éclats verbaux. L'insomnie s'accentua également. Le propre Morel nota des nuits entières durant lesquelles Hitler ne pouvait pas trouver le sommeil en raison des spasmes et de l'agitation constante. L'absence de caudale, qui auparavant le calmait et lui permettait de se présenter devant le haut commandement, le laissait soumis à une fatigue accumulée qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Chaque matin, il se retrouvait plus épuisé, plus rigide, plus tremblant. L'entourage politique ne tarda pas à percevoir l'ampleur du problème. Dans les annotations parallèles, il est enregistré comment Joseph Goebbels identifia directement la dépendance générée par Morel. Pour lui, l'état du Führer n'était plus uniquement attribuable à la pression militaire. Il voyait un lien évident entre les injections et les oscillations extrêmes de l'humeur, de l'énergie et de la dégradation physique. L'identification fut suffisamment explicite pour devenir une confrontation. Goebbels accusa ouvertement Hitler d'être soumis à une dépendance induite par son médecin personnel, soulignant la relation entre les spasmes, la rigidité et l'absence de l'opioïde qui le stabilisait auparavant. Ces épisodes marquèrent le début incontestable d'un sevrage qui ne pouvait plus être dissimulé par des suppléments ou des tonifiants mineurs et qui altéra immédiatement la capacité fonctionnelle du Führer pendant les moments les plus critiques de la défense de Berlin. Dans ce contexte, la relation entre Hitler et son médecin personnel, qui durait depuis presque une décennie, se brisa dans les derniers jours du régime. La dégradation physique du Führer, visible dans les tremblements, les chutes d'énergie et les oscillations extrêmes de l'humeur, avait ouvert un climat de suspicion sur les traitements de Morel. Goebbels, de plus en plus critique, pointait ouvertement la dépendance chimique que les injections avaient générée et accusait le médecin d'avoir contribué à l'effondrement fonctionnel du leader. Cette pression interne marquait le chemin vers la séparation définitive. Le moment décisif arriva dans le bunker, lorsque Hitler, affaibli et conscient des dommages causés par l'absence de certains médicaments, affirma enfin que Morel l'avait rendu malade avec ses traitements. La confiance, qui avait été absolue pendant des années, s'épuisait complètement. Hitler ordonna que le médecin ne le traite plus et qu'il se retire immédiatement de son cercle. Ceux qui l'entouraient comprirent immédiatement que cette instruction équivalait à une expulsion définitive. Morel avait perdu l'accès physique, sanitaire et politique au Führer. La réaction de l'entourage fut révélatrice. Les officiers présents reçurent la nouvelle avec soulagement, convaincus que le médecin avait contribué à la dégradation nerveuse du Führer. Pour Morel, en revanche, l'ordre signifiait la fin de son pouvoir, de son influence et de la protection directe dont il avait bénéficié pendant des années.
Sans autorité ni espace pour se réinsérer dans la hiérarchie du bunker, il se retrouva exposé et sans aucune fonction. Quelques jours après, tandis que la structure du Reich s'effondrait, Morel quitta Berlin lors de l'un des derniers vols qui purent décoller. Son départ marqua la fin d'une relation construite sur des injections quotidiennes, la dépendance chimique et un accès sans précédent au leader du régime, un accès qui se dissipa dans les derniers soubresauts de l'effondrement militaire. Les dernières semaines de Hitler dans le bunker furent marquées par un effondrement physique visible et un épuisement mental qui ne pouvait plus être dissimulé. Après l'expulsion de Morel et la fin des opiacés puissants, le Führer fut contraint de faire face à ces journées sans le soutien chimique qui avait défini son fonctionnement pendant des années. Les tremblements, d'abord localisés dans la main gauche puis étendus au bras et au torse, devinrent constants. Il tentait de les dissimuler en serrant ses mains l'une contre l'autre ou en les cachant dans ses poches, mais les contractions étaient trop sévères. La rigidité motrice l'obligeait à marcher de façon maladroite, cérémonieuse, presque mécanique. Chaque pas semblait calculé pour ne pas révéler la perte de contrôle. Dans cet état, sa capacité d'analyse se brisa. Lors des réunions militaires, Hitler divaguait, répétait des ordres impraticables ou rejetait systématiquement tout rapport qui contredisait sa perception du front. Les généraux constatèrent qu'il était impossible de suivre sa ligne de pensée. La médication accumulée dans le passé et le sevrage présent laissaient un espace mental chaotique, sans continuité logique. Il y avait des journées où il répondait à peine, enfermé dans un mutisme de pierre, et d'autres où il éclatait de colère face aux moindres détails. Pendant ce temps, le front s'effondrait, mais lui restait accroché à des manœuvres imaginaires. L'isolement dans le bunker s'intensifia. Hitler évitait presque tous les officiers, renonçait aux repas communs et réduisait au minimum le contact humain. L'effondrement était double, physique et psychologique. Le manque de sommeil, renforcé par l'absence d'opiacés, le plongeait dans des nuits interminables de spasmes et de veille. Chaque matin, il se retrouvait plus affaibli, plus rigide, plus plongé dans un épuisement irréversible. Dans ce climat de déclin, la figure qui resta à ses côtés fut Eva Braun. Loin d'avoir accès à son régime chimique, duquel elle fut toujours exclue, son lien fonctionnait comme un refuge émotionnel qui n'altérait en rien la dégradation physique du Führer. Eva maintenait avec lui des rituels quotidiens minimaux, prendre le thé, l'accompagner lors de brèves promenades dans le bunker, discuter dans l'intimité du petit salon ou s'asseoir à écouter de la musique pendant qu'il restait silencieux. C'était une intimité fragile, soutenue par des gestes routiniers qui tentèrent de préserver une normalité impossible. Eva Braun n'a jamais participé ni partagé les substances qui définissaient le fonctionnement de Hitler. Sa présence était entièrement émotionnelle, compagnie, soins et une tentative de maintenir le Führer ancré dans le quotidien pendant que l'environnement s'effondrait. Elle le voyait trembler, perdre l'équilibre, s'agripper aux meubles pour marcher. Elle voyait la fatigue dans ses yeux et son incapacité à soutenir une longue conversation. Pourtant, elle restait à ses côtés, témoin silencieux d'un effondrement qu'elle ne pouvait arrêter. Lorsque la fin arriva, Hitler était déjà une figure profondément affaiblie, loin de l'image que le régime avait construite pendant des années. Les tremblements que Morel avait documentés depuis la fin de 1944 étaient devenus des secousses constantes parcourant bras et mains, visibles même lorsqu'il tentait de les dissimuler en croisant les bras ou en s'agrippant à ses membres. Sa démarche rigide, son visage épuisé et son incapacité à maintenir l'équilibre sans s'appuyer sur des meubles montraient un corps chimiquement épuisé, privé des opiacés qui auparavant le stabilisaient et maintenant soumis à une dégradation qui avançait sans frein. À cet effondrement physique s'ajouta la rupture mentale. Lors des dernières réunions, Hitler n'arrivait plus à maintenir une ligne de pensée. Il passait d'idées inconscientes à des ordres impraticables, rejetait des rapports militaires fondés sur des faits vérifiables et se réfugiait dans des manœuvres imaginaires qui n'avaient plus aucun rapport avec la situation réelle. Les généraux, incapables de suivre son raisonnement, constataient que la déconnexion du front était totale. La chute du corps trouvait son reflet dans celle de l'esprit. Spasmes, insomnie, irritabilité extrême et une résistance de plus en plus faible à tout stimulus externe. L'effondrement du Führer avançait parallèlement à celui du régime. Berlin brûlait sous les bombardements, les lignes d'approvisionnement étaient brisées et même Morel ne pouvait plus obtenir les composés qui avaient, pendant des années, soutenu artificiellement l'énergie du leader.
La disparition de l'oxycodone et l'effondrement logistique laissèrent Hitler sans le soutien chimique qui avait maintenu son fonctionnement ces dernières années. Le régime, tout comme son dirigeant, ne pouvait plus tenir. Les deux s'effondraient simultanément, l'un sur les cartes du front, l'autre dans son système nerveux. Dans le bunker, la rupture entre propagande et réalité était totale. Le Führer que la machine du Reich tentait encore de présenter comme ferme, décidée et infaillible était désormais réduite à une figure tremblante, isolée et prisonnière de sa dégradation physique. Il ne restait plus de discours ni d'images capables de dissimuler ce qui était évident pour tous les présents. Le mythe construit pendant plus d'une décennie s'était fracturé, et derrière, il ne restait qu'un corps épuisé par des années de traitements, de stimulants, de tonifiants, d'analgésiques et d'opioïdes qui avaient défini sa vie quotidienne. Hitler mourut dans cet état, affaibli, tremblant, déconnecté de la réalité militaire et complètement dépendant, bien qu'il n'y ait plus accès du régime chimique qui l'avait accompagné jusqu'à l'effondrement. Sa fin, fidèle reflet de la dégradation du régime, marqua le point où la fiction propagandiste fut définitivement exposée face à la ruine physique et politique qui se manifestait sans possibilité de dissimulation.